collection est du côté adulte. Donc, du côté jeunesse, qu'est-ce que j'ai retenu? La collection des tuniques bleues. On est rendu à 56 numéros de cette BD-là. Et la BD des tuniques bleues, qu'est-ce que ça raconte? C'est une série de bandes dessinées. C'est humoristique, mais c'est en même temps très sérieux parce que ça raconte les aventures du sergent Cornelius Chesterfield et du caporal Bloch, qui sont tous les deux militaires dans l'armée de l'Union à l'époque, on parle de la guerre de sécession. Il y a du comique, naturellement, mais aussi, c'est très... on essaie de relater les horreurs de la guerre quand même. On en apprend vraiment beaucoup entre les deux clans, de quelle façon on vivait à cette époque-là. Il faut dire que le premier numéro est paru en 1968, un peu comme on fait toutes les bandes dessinées, comment elles sont nées. Ça a été de courtes petites BD dans le Spirou de l'époque. Et les premiers numéros ont été faits par Louis Salvarius et co-scénarisés par Raoul Cauvin. Et là, vous allez le voir aussi sur les numéros qui sont ici. Donc, on voit que le premier numéro, l'auteur est Louis Salvarius. Et plus tard, vers 1972, je ne peux pas vous dire à partir de quel numéro, parce qu'il y a eu le décès de M. Salvarius. Donc, ça a été M. Willy Lampil qui a repris les dessins. Là, et il n'y a vraiment pas de différence. On a vraiment respecté là, le sens du premier dessinateur. Il faut spécifier que Willy Lampil a remporté le Grand Prix du Festival BD d'Anzin Saint-Aubin en 2013. Donc, ça, c'est un prix qui est quand même très, très prestigieux. Parler un petit peu des personnages. Donc, Cornelius, il est grand, il est musclé, il fait partie de la 22e de cavalerie. Lui, il est vraiment entré dans l'armée par choix pour défendre son pays. Il a été garçon boucher, il a encore une famille et il est amoureux d'Amélie, qui est la fille de son colonel, le colonel Appleton. Bloch, lui, c'est le contraire. Il ne veut rien savoir de l'armée. Il a été enrôlé de force. C'est un orphelin qui a été élevé par un docteur. Il a fait tous les métiers du monde. Il a été orpailleur, il a été docker, cireur de chaussures, livreur de journaux, employé dans une mine. Et il a voulu vraiment haïr le sergent Chesterfield. Donc, ça se passe vraiment entre les deux personnages. Et Bloch, il va tout faire pour se sauver de l'armée. Donc, à tout bout de champ, ce gars-là, il va essayer de se sauver et ce sera toujours le sergent Chesterfield qui va aller le récupérer. Il a une jument qui s'appelle Arabesque et il a découvert que Arabesque, elle a aussi de crainte que lui de l'armée. À chaque fois qu'elle entend des coups de feu, elle s'écroule, morte. Fait que c'est souvent comme ça qu'il va se tirer d'affaire pour éviter les affrontements et pour rester en vie. Une belle petite série. Les dessins sont super simples. Ça s'adresse vraiment à la jeunesse. Ça peut être à partir de 6-7 ans. Mais je pense que même les adultes, on peut avoir du plaisir là, à aller manipuler ce genre de lecture-là, ce genre de BD-là. D'accord? Donc, ça, c'est pour la première série de bandes dessinées dont je tenais à vous parler aujourd'hui. Pour la deuxième, qui est, elle, du côté des adultes, je vous mets les deux pages couverture ici. Et ça, c'est vraiment mon coup de cœur de la dernière année. Ça s'appelle Lord of Burger. Et là, on se dirige à Paris, donc en France. Il y a le grand Alessandro qui tient un restaurant qui s'appelle le Clos des Épices. C'est vraiment un restaurant très, très, très coté. Il a 2 enfants, donc ses enfants s'appellent Ambre et Arthur. Ambre travaille au restaurant, mais elle, c'est pas la restauration qui l'intéresse. Elle est sculpteur et elle est sculpteur de glace. Elle s'intéresse beaucoup aux arts martiaux et son rêve, bon, c'est d'aller au Japon et de rencontrer quelqu'un qui va lui montrer les arts martiaux. Arthur, lui, il ne veut rien savoir non plus du restaurant de son père et il travaille dans un fast-food de hamburgers. Mais sauf qu'il a concocté une recette de burger que tout le monde, quand il voit que c'est lui qui travaille là, ils ont envie d'aller le déguster. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de talent. Un jour, on découvre leur père. On ne sait pas si c'est un meurtre ou un accident, mais on le découvre. Il a été enfermé toute la nuit dans la chambre froide, complètement réfrigéré. Les jeunes vont hériter du restaurant, du grand restaurant, avec le manque d'expérience qu'ils ont, mais ils vont rester aussi d'une énorme dette. On ne sait pas trop qu'est-ce que leur père a fait, mais il a contracté une énorme dette. Et ce qu'il va falloir qu'ils fassent s'ils veulent survivre à ça, c'est de garder ce qu'on appelle leur fameuse étoile Michelin. Alors, ils se préparent, ils attendent l'inspecteur qui doit justement arriver. Ils n'ont pas d'expérience. Le personnel a tendance, depuis que le monsieur est mort, le propriétaire est mort, ont tendance à déserter. Donc, ça se passe comme ça dans le numéro 1. Dans les autres numéros, c'est très amusant parce qu'ils vont aussi participer à un concours genre télé-réalité où ils vont devoir défendre des recettes à la télévision, là, comme ça.
Ce qui est beau aussi dans le livre, c'est qu'il y a des petits clins d'œil aussi. On vous livre des recettes et c'est vraiment des recettes que vous pouvez mettre en action, que vous pouvez essayer. Ce qui est à retenir, c'est très moderne. Hein? Vous avez sûrement déjà remarqué un peu la facture de la présentation. Ça ressemble, si vous connaissez les mangas, ça ressemble beaucoup à la façon de dessiner des dessinateurs japonais. Au niveau de l'application des couleurs, effectivement, les personnages aussi avec leurs grands yeux, la façon dont ils sont plaqués dans les pages. Mais ça n'a de manga vraiment que la présentation graphique, car pour le thème, c'est très, très européen, très moderne, très avant-gardiste. On parle vraiment de jeunes, la façon de vivre des jeunes d'aujourd'hui. Donc moi, ça a été vraiment mon coup de cœur. On est rendu au 4e numéro pour cette bande dessinée-là et je vous la conseille. Donc celle-là, vous allez la retrouver du côté des adultes. Là, je vais vous présenter un livre. Secret de plantes de Fabien Girard, c'est le tome numéro 2. Il y a 2 ans à peu près, il nous avait présenté le tome numéro 1, où il présentait 40 plantes de notre forêt boréale que l'on peut déguster ou encore faire des applications médicinales, mais il va surtout au niveau culinaire, M. Girard. On a eu l'occasion de le recevoir ces dernières semaines à la bibliothèque. On a fait 2 groupes de 50 personnes qui ont été conquis par M. Girard. Il nous a fait déguster toutes sortes de choses qu'on n'aurait jamais pensé manger, des trucs qui viennent vraiment à partir aussi d'essence. Il travaille beaucoup les huiles essentielles. Moi, je pensais que les huiles essentielles, c'était surtout quelque chose qu'on pouvait appliquer, c'était externe. Mais lui, il les travaille d'une façon culinaire. Donc, c'est des petites huiles que l'on peut ajouter dans plein de nos recettes très facilement faisables à la maison. Donc, on a goûté toutes sortes de petites choses. Et ici, c'est 40 nouvelles plantes. Donc, c'est des plantes différentes du premier tome là, qui avait été présenté. Donc, les 2 livres sont disponibles à la bibliothèque. Et celui-là, c'est vraiment le tout nouveau, Secret de plantes de M. Fabien Girard. Habituellement, j'aime bien vous présenter des lectures que j'ai faites. Alors, j'ai ici James Patterson, moi, Alex Cross. Là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un de mes héros préférés de la littérature. Alex Cross, bon, on sait que M. Patterson, je vous en ai déjà parlé, il a beaucoup de héros. Il a eu le Murder Club, donc, qui réunit 4 femmes, je vous en ai parlé la dernière fois. Il y a aussi un tout nouveau héros qui est apparu dans les dernières années, qui est Michael Bennett, un père veuf de, je pense qu'il a 7, 8 ou 9 enfants. C'est vraiment très, très charmant aussi. Mais mon héros préféré de James Patterson, c'est Alex Cross. Qui est Alex Cross? C'est le personnage principal d'une série de romans qui a commencé, je pense, il y a 16 romans qui parlent de lui en 1993. Il y a 3 de ces romans à partir duquel on a fait des films, et ça vous dira peut-être quelque chose. Dans Le Masque de l'araignée, c'était l'acteur Morgan Freeman qui avait joué ce personnage-là. C'est un personnage qui est très sympathique. C'est un noir. Il a commencé sa carrière comme simple policier. Il a toujours continué d'étudier pour monter en grade. Il a travaillé pour le FBI. Il est devenu même profileur. Il a travaillé aussi comme agent d'échange quand il y a des prises d'otages. Donc, c'est un psychologue. Il a étudié aussi en psychologie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attache au personnage, mais aussi à sa famille. Parce qu'Alex Cross, il a des valeurs familiales très, très, très importante et ça prend toujours beaucoup, beaucoup de place, ses enfants, dans ses livres. Il a 3 enfants, 2 avec une première épouse qui a été assassinée, qui est décédée, et un 3e beaucoup plus jeune qu'il a eu à partir d'une de ses conquêtes. Il vit avec Nana Mama, qui est une dame de plus de 80 ans, je ne sais pas exactement son âge, qui l'a élevé quand il était petit. Je pense qu'à partir de 6 ans, il a perdu ses parents. Et elle continue de vivre avec lui. C'est un peu sa conscience morale. Elle est toujours un petit peu derrière lui. Il lui raconte ses aventures. Elle est toujours de bons conseils. Pour se détendre, ce personnage-là joue du piano. C'est un grand, grand, grand musicien. Il adore. Et lui, il est toujours resté d'une simplicité. C'est qu'il continue à vivre dans le quartier où il a été élevé. Il aurait les moyens là, de vivre ailleurs, dans un quartier plus huppé, mais il tient vraiment à rester tout près des gens. C'est vraiment le côté très, très humain de ce personnage-là là, que l'on suit. Donc, si ça vous intéresse, moi, je vous recommande, c'est pas nécessaire de les lire dans l'ordre, mais quand même, si vraiment vous vous attachez au personnage, essayez d'aller chercher les premiers tomes d'Alex Cross et de les lire dans l'ordre et de terminer par celui-là qui vient tout juste de paraître, Moi, Alex Cross. Donc, ici, aux éditions J.C. Lattès. Ça se lit très bien, c'est écrit super gros. On peut lire ça là, en 2 soirées, là, parce qu'on embarque et on veut vraiment connaître l'histoire. Et en passant, dans celui-là, il est touché très personnellement parce que ça raconte l'assassinat de sa nièce, qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années. Quand son frère est décédé, la mère de l'enfant est partie avec. Et sa nièce, on découvre qu'elle travaille dans le milieu de la prostitution. C'est assez macabre. Hein. Il y a des bouts qui sont assez difficiles à... Il y a des détails qui sont, disons, très macabres. Il y a beaucoup
beaucoup de sang et tout ça, mais très intéressant à lire, une belle histoire policière. Alors, je terminerai juste par ce livre-là, Jocelyn Dupuis, Richard Goyette, syndicaliste ou voyou. On entend beaucoup parler de Jocelyn Dupuis depuis que Ken Pereira est à la commission Charbonneau. On avait retenu un peu la sortie de ce livre-là à cause de la commission. Il est sorti cette semaine. Je pense que le timing est quand même assez bon. On dit que c'est un peu comme si les deux hommes étaient en train d'essayer de se racheter ou en tout cas d'essayer de leur côté d'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ça peut vous tenter. C'est Crime et Bâtiment et non pas Crime et Châtiment. Crime et Bâtiment, c'est leur version de l'affaire et on dit qu'ils en profitent pour régler un peu les comptes avec tout l'environnement de la FTQ, construction et tout ça. Donc, syndicaliste ou voyou, Jocelyn Dupuis et Richard Goyette. C'est déjà tout. Ça termine notre émission pour cette semaine. Naturellement, je vous donne rendez-vous dans un mois. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.